Il est bientôt 15 h, merci d'être avec nous sur BFM TV dans l'après-midi info. Après le Liban, la France appelle ses ressortissants résidant en Iran à quitter temporairement le pays alors que le Proche et le Moyen-Orient sont en proie à de vives tensions. En Israël, une attaque au couteau a fait 2 morts près de Tel Aviv. Un mort et un blessé grave cette nuit à Marseille. Un automobiliste qui s'était fait voler sa montre de luxe à l'arraché a poursuivi le conducteur et le passager d'un scooter. Le point sur l'enquête dans un instant. Les Jeux Olympiques, nous en sommes désormais à 42 médailles. La dernière nous vient du tennis de table avec Félix Lebrun, 17 ans, qui décroche une médaille historique qu'il s'est imposée face au Brésilien Hugo Calderano. Ces Jeux, c'est une réussite selon la ministre des Sports démissionnaire Amélie Oudéa-Castéra. Et puis les débuts des vacances pour les Haussiens, ils étaient attendus avec impatience après un mois de juillet difficile. Août s'annonce bien meilleur pour les professionnels du tourisme. Nous irons en Gironde dans ce journal. Les inquiétudes donc face à une escalade militaire au Proche et au Moyen-Orient se multiplient. Le Hezbollah affirme avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. Clotilde Bigot, on vous retrouve à Beyrouth, au Liban. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France a invité ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible. Oui, exactement. Alors c'était ce matin, le musée d'Orsay a en effet demandé aux ressortissants français de quitter le Liban, surtout s'ils sont là de passage. Mais en fait, c'est facile à dire, si je peux me permettre, car les vols, beaucoup de vols, notamment Air France et Transavia, ont arrêté, ont été annulés jusqu'à mardi. Et par la suite, les prix ont explosé, c'est-à-dire qu'on parle d'environ 900 € pour un aller simple vers la France. Et beaucoup de Français ici, qui habitent ici, qui vivent ici, eux, ne souhaitent pas partir pour plusieurs raisons. La plupart ont un plan de repli au Liban. Si jamais il y a une guerre qui éclate, ils partiront notamment à la montagne. D'autres ne croient pas en une guerre totale ou alors tout simplement feront, comme ils disent, attention et resteront dans les quartiers chrétiens où il n'y a aucune présence du Hezbollah. Merci Clotilde Bigot, correspondante BFM TV à Beyrouth au Liban en direct. La France qui invite donc ses ressortissants à quitter le Liban dès que possible, ainsi qu'en Iran. C'était inévitable selon David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est inévitable, d'autant plus que les Britanniques, les Américains ont déjà émis cet avis en disant prenez le premier vol commercial disponible. Donc il y a la perception d'une menace imminente avec la perspective d'une fermeture des espaces aériens des pays respectifs qui bloqueraient les gens sur place. Donc oui, bien sûr, il y a une évaluation de la menace. Donc on n'est plus dans la crainte d'une escalade. L'escalade, en fait, elle est déjà là. La vraie question, c'est est-ce que l'escalade sera contrôlée ou pas ? Mais l'escalade, de facto, elle est là, de toute façon, parce qu'on sait qu'il y aura des réponses. D'autant plus qu'il y a encore un haut responsable du Hezbollah qui a été éliminé samedi, Ali Abdali, qui était un responsable du front sud, justement à la frontière, et qui visant les positions israéliennes de l'autre côté, en Galilée. Donc de toute façon, il y a une accélération du tempo, là, clairement, ce qui explique les inquiétudes croissante évidemment de toutes les parties en présence. Vous dites l'escalade elle est là. Vous parliez de réponse. Les dirigeants iraniens, le Hezbollah et le Hamas ont juré de venger la mort de Haniyeh et de Choc. À quoi faut-il s'attendre ? Ça sera plus important que la réponse qui avait eu lieu le 14 avril, une première réponse directe de la part de Téhéran. Il y aura très certainement une réponse directe et pas uniquement, évidemment, en mobilisant probablement les proxies, les mandataires, dont les Hezbollah. Et ce qui inquiète évidemment, c'est que la mission notamment iranienne à l'ONU a laissé planer a évoqué le fait qu'il pourrait y avoir des cibles pas seulement militaires mais également civiles. On a à l'esprit la vidéo qui avait été tournée le 18 juin dernier par le Hezbollah avec un drone sur la ville d'Haïfa, qui identifie un certain nombre de cibles potentiels. Évidemment, l'inquiétude prévaut, d'autant plus qu'il y a à nouveau un drone qui avait été, le 24 juillet, qui avait filmé la base aérienne de Ramat David, mais celui qui évidemment inquiète le plus les Israéliens, c'est celui du 18 juin. C'était une vidéo de 10 minutes, mais qui passait en revue toutes les cibles potentielles, les infrastructures critiques, et pas uniquement militaires. Donc, il faut avoir à l'esprit que, notamment à Haïfa, il y a un hôpital qui a été déjà mis en place depuis le mois de décembre, hôpital Ramam, qui est sur plusieurs étages, hôpital d'urgence, dans le cas où il y aurait effectivement une déflagration avec le Liban,
quand on sait que le Hezbollah a à sa disposition quelques 150 000 missiles et roquettes, c'est autre chose que le risque que représentait le Hamas. Donc oui, il y a une escalade, et d'ailleurs le Premier ministre israélien a évoqué des jours difficiles à venir. Et une escalade, il y a aussi, vous le disiez, des signes qui pointent depuis un certain temps déjà. Est-ce que ça veut dire que les évacuations d'urgence qui sont demandées, notamment par la France aujourd'hui, arrivent peut-être de manière un peu trop tardive ? De manière générale, il s'agit de ne pas alimenter la panique. Donc il y a un arbitrage qui est très compliqué à faire. Parce que si vous donnez effectivement des ordres d'évacuation, ça veut dire que vous alimentez évidemment l'idée qu'il y a une panique, qu'il y a un risque imminent. Mais en même temps, ça sert à rien de trop différer, parce qu'effectivement, déjà, ça fait un certain nombre de jours que nombre de compagnies ont arrêté les vols, y compris à destination de l'aéroport Ben Gurion, et notamment des compagnies américaines. C'était déjà un signe important. Donc il y a surtout le voyage qui est en ce moment du chef du CENTCOM américain, Kurila, qui est en Israël pour préparer effectivement les modalités d'une riposte à une éventuelle attaque. En Israël, 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans une attaque au couteau près de Tel Aviv. Le suspect palestinien a été neutralisé. Il y a clairement la crainte d'un embrasement au Proche-Orient. Raphaël Redon. L'attaque a eu lieu en pleine rue, dans la banlieue de Tel Aviv. Armé d'un couteau, un homme s'en est pris à des passants. Son geste a coûté la vie à 2 personnes et en a blessé 2 autres. J'ai commencé à soigner le blessé avec l'un des policiers. Nous lui avons mis un bandage et nous avons commencé la réanimation. Pendant qu'on le soignait, les policiers ont indiqué qu'il y avait d'autres blessés. Le suspect de cette attaque terroriste présumée, un résident palestinien. L'homme a rapidement été neutralisé par un policier. Il est décédé à l'hôpital. Le ministre israélien de la Sécurité nationale s'est rendu sur les lieux. Je m'associe à la douleur des familles. Je souhaite un rétablissement complet aux blessés. Notre guerre n'est pas seulement contre l'Iran, mais ici, dans les rues. Une allusion au contexte de tension extrême que connaît le Proche-Orient après les menaces de riposte de l'Iran, du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. Preuve d'un embrasement de plus en plus menaçant, sur la télévision d'État iranienne, la lecture de ce communiqué sans équivoque. Il convient de souligner que la vengeance du martyr Ismail Haniyeh est certaine et que le régime sioniste aventureux et terroriste recevra en représailles de ce crime une punition sévère au moment, à l'endroit et de la manière qui conviendront. La question est maintenant de savoir quelle forme prendra la vengeance de l'Iran et pour quelles conséquences. Il lui faut sauver la face en trouvant une formule qu'elle ne trouve pas encore pour l'instant, qui consisterait vraisemblablement à être convaincante, à être spectaculaire dans la façon de frapper, et qui serait une série d'actions terroristes de façon diffuse sur des intérêts israéliens, des ressortissants israéliens, la diaspora juive, et par extension peut-être aussi un certain nombre d'intérêts occidentaux qui sont les alliés d'Israël. Pour éviter une attaque directe sur Israël et le risque d'une réponse américaine, l'Iran serait tenté de s'appuyer sur son soutien, le Hezbollah libanais, auteur notamment cette nuit de frappes de roquettes sur le nord de l'État hébreu en riposte aux attaques israéliennes. À 15h07, dans l'actualité également, à Marseille, un automobiliste a percuté délibérément 2 voleurs en scooter. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état critique. On en parle avec vous, Cloris Plogard. Vous êtes à Marseille pour BFM TV. Que s'est-il passé ? Il est aux alentours de 23h dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'un homme en scooter transportant derrière lui une autre personne s'en prend à un automobiliste pour lui voler une montre de luxe. Vol à l'arraché capté par la vidéosurveillance. À bord de sa voiture, l'homme rattrape alors le voleur au niveau de cette place. Juste derrière moi, sous les yeux des clients des bars en terrasse qui se mettent à courir. L'automobiliste récupère la montre dérobée avant de prendre la fuite. Le conducteur du scooter décède malgré l'intervention des pompiers. Son passager est gravement blessé avec un pronostic vital toujours engagé. Quelques heures plus tard, la police interpelle 2 individus dans les quartiers nord de Marseille à proximité d'un véhicule incendié. À ce stade, on ne sait pas s'il s'agit de celui de l'automobiliste qui n'a pas non plus été retrouvé. La direction centrale territoriale a été saisie pour poursuivre l'enquête. En tout cas, ce que l'on sent ici, c'est que au lendemain des faits, l'émotion est encore très forte dans le quartier du Panier.
Merci beaucoup Cloris Plogard pour BFM TV à Marseille, donc avec Nicolas Carme. Ce genre de scénario est rare, comme nous l'a indiqué tout à l'heure Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. Deux individus montés sur un scooter qui ont commis ce qu'on appelle le vol à l'arraché en prenant de force la montre d'un conducteur d'un véhicule, une montre de luxe, et se sont enfuis. Donc c'est un coup, j'ai envie de dire, entre guillemets, classique pour les voleurs à l'arraché. Et là, le conducteur a poursuivi, bien sûr, je dis bien sûr, en tout cas, il a poursuivi ces deux individus montés sur le scooter et on connaît malheureusement l'issue dramatique que l'on relève aujourd'hui. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de scénario ? Alors non, ça arrive rarement, très rarement. D'ailleurs, c'est vrai que, alors moi je ne suis pas évidemment là pour juger la situation parce que on a le résultat d'une course-poursuite entre une victime et deux auteurs d'un vol à l'arraché. Ce sont les vidéosurveillances qui vont parler de la situation et de la façon dont ça s'est déroulé. Fort heureusement, c'est très rare parce que là on est dans l'émotion, le conducteur veut réagir instantanément et bien sûr le matin il ne s'est pas levé en se disant si on me vole une montre je vais tuer ou tenter de blesser grièvement deux individus montés sur un scooter. C'est l'enchaînement de la situation qui a mené à ce drame et l'enquête nous déterminera dans quelles circonstances exactement. Alors on rappelle que certaines épreuves des Jeux Olympiques qui se tiennent actuellement ont lieu à Marseille. Ça amène beaucoup notamment de touristes étrangers. Est-ce qu'il y a selon vous beaucoup d'agressions, de vols à Marseille cet été liés à ces événements ? Vous savez, malgré les Jeux Olympiques, on a notre quotidien et on relève, alors je n'ai pas des statistiques précises, mais on relève bien sûr des cambriolages, des vols, malgré la présence policière à Marseille qui est très très importante, très présente, puisque vous savez que nous n'avons pas de congé, donc nous nous concentrons sur les Jeux Olympiques à Paris, mais également à Marseille, mais également à Nice, dans le bassin méditerranéen. Malgré cette présence policière, où nous sécurisons un maximum la population, eh bien nous avons encore, bien sûr, des larcènes, des faits divers, des vols, des cambriolages. Ce qui est à relever, bien sûr, alors c'est très facile de parler comme je vais parler quand on est confortablement installé, c'est de ne pas réagir, de se défendre, oui, mais de ne pas faire justice soi-même. Mais bon, c'est encore une fois, je vous le dis bien, suivant les situations, on doit non pas comprendre, mais entendre ce qui s'est passé hier soir dans le quartier de la Joliette, notamment à Marseille. Dans l'actualité également, les Jeux Olympiques, et c'est historique, cette nouvelle médaille, une médaille française en tennis de table. Le bronze remporté par Félix Lebrun, le Français d'à peine 17 ans qui a battu le Brésilien Hugo Calderano en 4-7, celui-là même qui avait battu son frère Alexis Lebrun en 8e de finale. Le phénomène du tennis de table, 5e joueur mondial, qui est le 2e pongiste français de toute notre histoire, a monté donc sur un podium au JO au terme d'une épreuve individuelle, 32 ans après un certain Jean-Philippe Gatien. Ça remonte à très loin. C'était à Barcelone en 1992 avec sa médaille d'argent. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. En tout cas, bravo à notre Félix. On est à 42 médailles. Regardez le tableau. 42 médailles pour nos Français. On a une médaille seulement du record de Pékin. On va sans doute le dépasser, on espère bien évidemment. Il n'y a pas trop de doute. En judo, au lendemain du sac de Teddy Riner, la légende du judo a remporté de l'or hier avec l'équipe de France Mix. Ils ont battu le Japon au terme d'un match complètement dingue avec la victoire, le dernier combat remporté par Teddy Riner. Antoine Forestier est aux côtés de Sarah Léonie Sizik, Aurélien Diès et Roman Dico. Oui, avec 3 des judokas qui ont gagné donc la médaille d'or hier pendant l'épreuve par équipe. Est-ce que vous êtes remis de cette folle soirée que vous avez vécue hier avec la fête, notamment ici au Club France ? Remis, je pense qu'on ne réalise pas encore. C'est beaucoup de travail et on a beaucoup préparé cette échéance. C'est à la maison, c'est magnifique. Il y a le public français qui est autour de nous, qui nous a soutenus, qui nous a poussés et qui continue. Donc c'est un événement inoubliable et on continue de le vivre. On est encore sur le petit nuage, je pense. Ça a été dur, il y a eu ces combats perdus au début, notamment pour vous. Vous avez cru en vos coéquipiers, vous êtes dit c'est bon, on va pouvoir remonter les Japonais ? C'est les équipes, je pense qu'il y a des matchs qui ne sont pas passés comme prévu. Malheureusement, c'est le judo, c'est comme ça, c'est le sport, j'ai envie de dire, mais c'est la beauté des équipes. On est mené 3-1, on remonte 3-3. La poteuse avec Teddy Riner qui marque le point de la victoire. Donc ouais, ça fait plaisir de voir une belle équipe de France comme ça, qui se soutient et qui a marché ensemble vers ce rêve olympique et ce Graal olympique qu'on a gardé chez nous à la maison. Pour vous, ça s'est joué au vidéo arbitrage, vous avez compris la décision ?
Alors comprise ou pas, dans tous les cas, de toute façon, c'est l'arbitre qui décide. Donc même si je la comprends pas, à la fin le résultat sera le même. Donc non, comme l'a dit Romane, c'est les équipes, quand il y a des coquilles sur certaines personnes, et les autres sont là pour pouvoir ramener le point. Donc c'est ce qui s'est passé et au final on est quand même content. Mené 3-1 et après il y a Benjamin Gaba qui arrive et qui nous retourne complètement la situation. Il a maintenant une chanson en son honneur. Vous êtes fiers de lui? Ouais, si, toute l'équipe elle est fière de lui. Je pense que globalement on est vraiment fiers de chacun des membres, chacun des 14 en fait, chacun des 14 au-delà des 6 qui ont combattu à la finale ou tous ceux qui ont participé. On est fiers des 14 parce qu'on a vraiment beaucoup bossé pour préparer cette échéance. Donc voilà, on est fiers, on arrivait tous prêts et Johan il nous a bien sauvés. Mais on ne serait pas là si Sarah n'avait pas ramené ses points avant, si Ron n'avait pas ramené ses points avant, si on n'avait pas tous fait le boulot avant. Donc c'est une victoire collective, mais on est content quand même de ce que nous a fait ce bon vieux Gaba. 3 partout, et il y a cette petite roulette là qui commence à tourner. Vous auriez pu être appelé à y aller, vous étiez prête à y retourner, ou vous êtes dit quand c'était Diriner, tant mieux que ce soit lui? Moi je voulais y aller parce que la façon dont je perds, moi je pensais qu'il y avait maté, donc je me suis fait vraiment surprendre et je me suis dit purée, j'ai l'impression j'étais hyper frustrée en fait. Je me suis dit il faut que je reparte au combat pour montrer à tout le monde que c'était une erreur et que voilà, le titre il était à la maison, on devait le ramener. Quand c'était dit, forcément je pense qu'on est tous un peu pas soulagés, mais on se dit voilà, on a vraiment beaucoup d'espoir, mais c'est face au Japon, face à Saito qui est aussi un très très grand judoka. Donc les deux étaient fatigués, Teddy était très fatigué, je pense qu'il aurait préféré ne pas combattre, mais c'était l'histoire, c'était écrit comme ça. 3-3, France-Japon à Paris, Teddy qui ramène le point de la victoire, c'est quand même beau. Vous n'oublierez jamais ces moments? C'est des moments qui sont inoubliables. Je pense que autant pour nous que pour les Français et pour le monde entier, c'était une finale vraiment comme personne n'aurait pu l'imaginer, je pense. Donc non, c'est sûr que ça va être un moment inoubliable. Merci beaucoup à tous les 3. On finit, c'est un peu la tradition. Si vous pouvez nous montrer les médailles à la caméra, ces belles médailles récoltées ici par les judokas français qui font la fierté de tous les supporters ici au Club France. Des médailles qui rendent très fiers. En effet, bravo à nos judokas et à tous nos athlètes qui nous ramènent toutes ces médailles. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports démissionnaire, était l'invitée de BFM TV et elle aussi se réjouit évidemment de ces Jeux qui sont, selon elle, une réussite jusqu'à maintenant. Pour le moment, tout se passe formidablement bien. On a une organisation qui est aussi irréprochable que possible sur les différentes dimensions. Il y a un embarquement de tous les territoires. C'est vraiment les Jeux de toute une nation. Vous savez, il y a près de 2 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié de la dynamique dans les fan clubs, dans les fan zones qu'on a déployées, plus de 160 à travers le territoire. On a plus de 100 000 personnes qui ont été invitées par l'État à assister à des épreuves à travers tous les territoires. On a plus d'1,5 million de jeunes, de familles qui partout en France bénéficient à un titre ou à un autre d'un été de sport remarquable à travers les dispositifs qu'on a déployés. Je pense notamment à ces 90 000 jeunes qui sont dans des colonies de vacances où on vit au rythme de l'olympisme, des valeurs du sport. Ça, c'est extraordinaire. Et puis cette réussite de nos athlètes, on touche du bois pour que ça continue. Il faut qu'on soit au rendez-vous de notre objectif qui est in fine d'atteindre ce top 5 des nations les plus médaillées. On est pour l'instant dans la plaque, on est 3e, mais on est talonné de près par le Royaume-Uni, par l'Australie, par la Corée, le Japon. Ça va être difficile jusqu'au bout, il faut s'accrocher, rester extrêmement concentré. Et puis regardez, un petit clin d'œil, une petite image qui révèle l'importance que Léon Marchand a pris, regardez, dans nos vies, sur un message sur l'autoroute. Priorité à la sécurité, la vitesse, c'est pour Léon Marchand, message de prévention humoristique, donc en référence à notre star, notre vedette des bassins. On le rappelle, 4 médailles d'or pendant ces Jeux. C'est la société concessionnaire des autoroutes, la SANEF, qui a eu cette bonne idée pour donc mettre à l'honneur Léon Marchand. Ouais, un message adressé, un clin d'œil à nos champions des JO, mais surtout un message de prudence, puisque le début des vacances commence donc pour les Haussiens. Après le grand chassé-croisé du week-end, les vacanciers, les premiers, sont arrivés à destination pour le plus grand soulagement des professionnels du tourisme qui les attendaient de pied ferme. Eléa Morel, Florian Gourdin et Edgar Becquet. Août, synonyme de vacances pour ce groupe d'amis lyonnais. Après plus de 7 heures de route, les voilà arrivés sur le bassin d'Arcachon. Ah bah oui, on est content, Après toute cette route. Place au montage de la tente. C'est compliqué quoi, je l'ai jamais fait mais bon c'est une découverte, une première fois à tout. Au programme du séjour, bronzage, baignade et sport. On va aller faire du surf, on a vu qu'il y avait des trucs de canoë qui pourraient être bien, je pense qu'on va faire du vélo. Un peu plus loin, Nicolas, Anne-Sophie et leurs enfants viennent eux aussi de traverser la France. Ils sont accueillis par le soleil. Dans le Pas-de-Calais, nous, on l'a attendu très très longtemps. Donc là, ça va. On est content de l'avoir et on espère qu'on va le garder pour toutes les vacances.
Le soleil qui a fait défaut à la partie nord du pays pendant le mois de juillet. En Normandie, à Honfleur, ce restaurateur enregistre une baisse de fréquentation de 15 à 20% par rapport à l'année dernière. Alors, le mois d'août était attendu. On a déjà beaucoup plus de réservations pour le 15 août, pour la première quinzaine d'août. Pour ce midi, je pense qu'on fait environ 40 couverts de plus comparé à la semaine dernière, je pense. L'année dernière, 67% des Français sont partis en vacances pendant l'été. En août, les touristes sont plus nombreux, privilégient le littoral et sont accompagnés par la clientèle étrangère. Et c'est l'heure justement de votre chronique, c'est les vacances. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Avec les matchs de l'été, comme chaque jour sur BFM TV, on vous propose les meilleures options de l'été. Cheval ou dauphin, Fanny? Plutôt cheval. Allez, bon, je vais dire dauphin. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un mammifère marin mythique. Et moi, je vous emmène trotter en bord de plage. Alors, cheval ou dauphin? C'est vous qui choisirez. Pour voir les dauphins, il faut déjà bien observer l'horizon. C'est parti, Laura, on scrute. Bon, bah écoute, Antoine, en attendant que tu les trouves, tes dauphins, moi, je suis déjà sur mon cheval. Et d'ailleurs, Olivia, est-ce qu'on n'a pas la meilleure vue, en fait, du haut de notre monture? Bien sûr que si, ça nous permet vraiment de prendre une hauteur sur ce paysage qui est magnifique. C'est une sensation de force, de grandeur. Ça permet quand même de se sentir un peu aventurier dans l'âme. Une aventure de 2h30 le long du littoral. Regarde, Antoine, pas si mal de prendre de la hauteur. Laura, il y a des dauphins. Ah bah c'est pas trop tôt. Ce sont des dauphins communs, donc c'est ceux qu'on peut reconnaître grâce à leur plage beige assez caractéristique qu'ils ont sur l'avant des flancs. Ils viennent jouer avec nous en fait? Oui, tout à fait. En fait, ils viennent s'amuser dans les courants que forme le bateau en avançant. Ils sont vraiment très rapides, très agiles. Sur des accélérations, ils peuvent même atteindre 50 km/h. 50 km/h, Laura. Je sais pas si tu peux aller aussi vite avec ton cheval. Ils sont très beaux, tes dauphins, Antoine, mais est-ce que tu peux leur faire des gros câlins comme ça? C'est tout l'intérêt des balades à cheval. Alors, cheval ou dauphin, c'est à vous de choisir. Vivez de bons moments devant votre programme avec le Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Et restez avec nous dans quelques minutes, nous parlerons justement de ces vacances qui débutent pour ceux qui ont choisi le mois d'août. Et ils ont bien fait, les prévisions sont meilleures qu'au mois de juillet. Déjà, il fait meilleur pour tous. Attention, si vous allez à la mer, au risque de noyade, ils sont beaucoup plus forts que l'année dernière. On en parlera en détail dans quelques instants. À tout de suite. C'est la force des éléments, la puissance des courants, l'intensité des vents. C'est le soleil qui se lève, la terre qui chauffe ses entrailles. C'est la grandeur de l'exploit, c'est la puissance décuplée. C'est l'énergie qui se renouvelle. EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable de Paris 2024. Réservez sur l'appli hôtel.com et trouvez l'endroit parfait pour vous. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est un rêve de gosse. Les Jeux à Paris, j'attends ça depuis si longtemps. Les vivre sur RMC, ça va être extraordinaire. On s'apprête à vivre des moments exceptionnels sur RMC. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous avez des difficultés à faire vos lacets? Certains vêtements sont inconfortables à cause des frottements? Vous êtes facilement essoufflé? Si ces situations vous parlent, vous êtes peut-être en situation de surpoids, voire même peut-être en obésité. Vous soulager de vos kilos peut améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, je suis en excellente santé. Je ne suis plus essoufflée. Je dors très bien. Je ronfle plus. Je suis légère. La vie est belle. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. Collectionnez les grandes Ferrari F1 à l'échelle 1/24e. Le fascicule et la Ferrari de Leclerc, 14,99 € chez votre marchand de journaux et sur altaïa.fr. Cette inquiétude lorsque notre chien s'échappe, nous la connaissons tous.
Pour ne plus vivre ça, faites confiance à Tractive. Retrouvez votre chien en un clin d'œil où qu'il soit. Tractive, la solution pour suivre votre chien à la trace. Cette nuit, profitez de votre ensemble de literie Emma pour bien vous reposer. Car demain, les produits Emma sont spécialement conçus pour aider les athlètes et les sportifs du quotidien à se réveiller en pleine forme. Alors pendant les promos de l'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Depuis 10 ans, Perco innove pour nous. Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. L'une des meilleures manières de soulager mon dos, c'est de le renforcer en gardant ma liberté de mouvement. Rendez-vous sur perco.com et profitez de 100 jours pour essayer. Perco, libérez votre dos. J'aimerais dire aux personnes qui ont peur de ne pas réussir d'oser franchir le pas avec Comme J'aime. Je l'ai fait. Réussite immédiate. J'ai perdu 2,5 kg la première semaine et en moyenne 1 kg, 1,5 kg les semaines suivantes. Résultat, moins 24 kg. Pourtant, moi aussi, j'avais cette crainte de l'échec. Oui, j'ai pas l'air comme ça, je semble confiante, mais cette confiance, elle m'est venue avec la réussite de perte de poids. Alors pour perdre du poids avec de délicieux repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Je suis la route. Je suis la route qui conduit Léo à l'indépendance. Je suis la route qui emmène Julie et ses amis danser jusqu'au bout de la nuit. Je suis la route qui emmène Jeanne et Capucine à leur séminaire d'entreprise. Ah, eh ben en fait non. Je suis la route qui rapproche les jeunes tourtereaux et qui réunit les vieux poteaux. Je suis la route et je peux vous emmener où vous le désirez. Je suis la route et j'aime vous rendre plus libre, plus vivant. Et j'aimerais que vous le restiez. La tendance est à l'amélioration pour ces prochains jours. Déjà ce dimanche, une belle amélioration dans le courant de l'après-midi est attendue avec le retour quand même de belles éclaircies, des températures beaucoup plus respirables. Demain matin, regardez ce qui se passe, c'est quasiment ce plein soleil qui va s'installer sur presque tout le pays. On va retrouver quand même à l'est un léger voile nuageux et puis quand même là, ces nuages un peu plus nombreux sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, le soleil résiste sur la majeure partie du pays. On retrouvera quelques averses orageuses sur les reliefs et puis toujours ces nuages qui restent bloqués sur la pointe bretonne. Alors vos températures très temporairement repartiront à la hausse ce lundi. Dans le courant de la matinée, on attend 9 degrés seulement à Cherbourg et 25 degrés du côté de Nice. Le grand contraste, 16 degrés à Paris, 17 degrés ce sera pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, donc, une hausse des températures, à nouveau 35 degrés, souvent sur le littoral méditerranéen. Des températures qui grimpent aussi sur la moitié nord. On attend 32 à Lyon, 31 à Bordeaux, 30 à Paris. 29 degrés, ce sera du côté de Lille, à peine 21 degrés à Brest, donc sous ce ciel plus nuageux. Mardi, on a à nouveau quelques nuages qui arrivent, quelques pluies aussi par la Bretagne, le Cotentin. Ailleurs, ça se voile, ça reste très ensoleillé dans l'est, toujours quelques orages sur les reliefs. Et puis les températures, donc après cette petite dégradation, devraient commencer à baisser mercredi. On retrouvera donc un temps un petit peu plus instable dans l'est notamment. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Un petit tour sur vos plages pour ce lundi. Des conditions parfaites du nord au sud. C'est assez rare pour le souligner. On va retrouver près des côtes de la Manche, donc souvent ce plein soleil. Petit bémol simplement sur la pointe bretonne qui va rester sous les nuages, mais quand même 24 degrés. Ailleurs, donc le soleil qui s'installe, une température de l'eau souvent de 19-20 degrés. Sur l'arc atlantique, un dégradé nuageux. Plus vous irez vers le sud et plus ce sera largement ensoleillé.
Les conditions seront parfaites du côté de Biarritz, 25 degrés avec un ciel variable. Ce sera un peu plus chaud du côté de Naujac-sur-Mer avec 29 degrés. 21 degrés dans l'eau sur le littoral méditerranéen, c'est du plein soleil, de la chaleur toujours sur le golfe du Lion. Une eau à 26 degrés à Toulon et une eau à 28 degrés localement du côté de Menton. Ça monte encore d'un cran avec des températures très élevées sur le Var, les Alpes-Maritimes, 32 degrés jusqu'en Corse, une eau à 29 degrés à Porto Vecchio. C'était la météo avec RentréDiscount.com. Yes, yes, yes. RentréDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour l'après-info. À la une cet après-midi, ce début de vacances pour les Haussiens après un mois de juillet en Berne. Les prévisions sont du meilleur augure pour ce mois-ci, à la faveur notamment d'une météo plus ensoleillée dans le nord. Mais il faut rester vigilant sur les plages. Les noyades ont quadruplé par rapport à l'an dernier. À l'étranger, une attaque au couteau a fait 2 morts et 2 blessés près de Tel Aviv en Israël. Le suspect a été neutralisé. Cela intervient dans un contexte extrêmement tendu au Proche-Orient alors que la France a appelé ses ressortissants en Iran et au Liban à quitter ces pays. À la une également, ce compteur qui ne cesse de grimper, 42 désormais, 42 médailles pour la France au JO. Dernière en date, le bronze pour Félix Lebrun, le petit génie du tennis de table, 17 ans seulement, et l'un des symboles de cette jeunesse qui explose au JO, comme Victor Wembanyama, Léon Marchand et encore bien d'autres. Mais tout d'abord, ce top départ pour les vacances du mois d'août. La bonne nouvelle ce dimanche, c'est que toutes les vigilances oranges, à la fois pour la canicule ou pour la crue, ont été levées. Les températures recommencent donc à baisser tranquillement. Laura Baquet, vous êtes à la presqu'île de Gien. On vous retrouvera tout à l'heure, hier dans le Var, avec cette vigilance jaune, toujours dans le département. Il faut donc rester attentif, mais où l'air est tout de même plus respirable. On ira tout à l'heure dans le Var. Ouais, et on se baigne dans les eaux encore chaudes de la Méditerranée, mais attention aux noyades. 10 personnes ont déjà perdu la vie cette année dans le sud de la France, 4 fois plus que l'an dernier à cette période. Les sauveteurs en mer appellent à la plus grande prudence. Reportage à Nice de Victor Labbé et Mathilde Couveillard-Furnoy. Il est 7h du matin. Cette plage niçoise n'est pas encore surveillée. Ce sont donc les nageurs les plus aguerris qui se jettent à l'eau, comme Nadia qui reste prévoyante. Là, je prends la bouée pour éviter des accidents. Je vais un peu plus de 300 mètres pour que on ne sait jamais s'il y a quoi que ce soit, ils me voient avec la bouée orange. À 10h, sous 29 degrés, les baigneurs sont plus nombreux dans l'eau. Du haut du poste de secours, les sauveteurs restent aux aguets car cette année, le nombre de noyades a atteint un triste record sur la Côte d'Azur. 40 interventions ayant engendré 10 décès. C'est presque 4 fois plus que l'an dernier à la même période. Les sauveteurs multiplient donc les messages de prévention. Les fortes chaleurs font que les organismes sont plus fatigués, déshydratés. Donc il faut être beaucoup plus vigilant. Aussi, c'est vrai qu'on a eu pas mal de noyades sur les personnes âgées. Aussi, un rappel pour les enfants. On voit souvent des parents bloqués sur le portable. Donc il ne faut pas les lâcher des yeux parce que ça peut aller très vite aussi. Les sauveteurs recommandent également de se baigner dans les zones surveillées, de ne pas aller trop au large et d'attendre après un repas pour se jeter à l'eau. Et cette vigilance, donc, elle vaut aussi pour les Varois. Direction la presqu'île de Gien à hier dans le Var avec Laura Baquet qui est avec nous. Ça y est, on a rétabli la connexion, Laura. On le disait, les températures baissent un petit peu. L'air est plus respirable désormais sur les plages. Ah oui, exactement. C'est beaucoup plus agréable aujourd'hui par rapport aux jours précédents car il y a un petit vent frais aujourd'hui à la mer. Regardez sur les images de Simon Pires. On vous fait rêver un petit peu dégradé de bleu, voilà, de la mer et des vagues qui profitent. Je ne vous cache pas que l'activité principale aujourd'hui, c'est surtout la farniente. Mais il y a aussi gourmand, c'est le... Alors, petit souci de liaison toujours avec vous, Laura Baquet, avec Simon Pires. On vous retrouvera dans un instant. Météo Maussade, en revanche, dans la moitié nord du pays, il y a encore quelques jours. Conséquence, les vacanciers français ont déserté les campings de ces secteurs au mois de juillet. Mais heureusement, l'horizon semble s'éclaircir avec le retour du soleil ces jours-ci. Illustration en Normandie avec Blandine Dalena, Laura Champion et Tristan Gorgeret. Dans ce camping au mois de juillet, seulement la moitié des mobil-homes étaient occupés. Une fréquentation bien en deçà des 80% habituels.
Le départ est forcément un petit peu morose, avec le mauvais temps qui nous a quand même bien aidés. Et puis pour la clientèle française, il y a quand même eu la belle coupure due aux élections. Le mois de juillet, il est manqué, on ne le rattrapera pas. C'est évident que on s'attendait pas à une saison comme celle-ci. En revanche, depuis que le beau temps est revenu, il y a beaucoup de réservations de dernière minute. Ce couple venu de l'Aisne, par exemple, s'est décidé il y a une semaine. Parce qu'on attendait la météo. Savoir si on allait avoir beau, puis c'était une belle semaine. La météo, c'est le facteur qui peut faire pencher la balance. Au niveau national, le taux de fréquentation des campings a baissé d'1% par rapport à l'année dernière. Mais c'est une moyenne qui cache des disparités entre les territoires. Clairement, les régions qui progressent le plus par rapport à l'année dernière sont Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Ardèche. Ces régions bénéficient de bons chiffres, plus 15%, plus 4%, plus 8% respectivement, parce que tout simplement la météo est bonne au cours de ce mois de juillet. Et à l'inverse, les régions qui baissent le plus, la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays-de-Loire, entre moins 10 et moins 20%. Et ce sont les clients français qui manquent à l'appel, moins 4% de fréquentation par rapport à l'année dernière, alors que les touristes étrangers sont toujours aussi nombreux. Et qu'il fasse beau ou moins beau, les baigneurs en tout cas sont énormément présents sur les plages du sud comme du nord pour ces vacances estivales, avec le risque évidemment de la noyade qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette année, ce sont 4 fois plus de noyades qui ont eu lieu dans le sud de la France que l'an dernier. À la même période, ce sont 10 personnes qui ont perdu la vie par manque parfois d'attention sur les plages. Des noyades qui peuvent être évitées avec des consignes simples à respecter. On va en parler dans un instant avec Hélène Vue, formatrice famille de sauveteurs, sur ces risques qui ne sont pas à sous-estimer. Peut-être que notre invité va pouvoir nous rejoindre dans un instant. Donc Hélène Vue, formatrice famille sauveteurs, donc sur ces noyades qui sont de plus en plus présentes, je disais 4 fois plus en nombre que l'année dernière. Eh bien, en fait, c'est souvent une difficulté par rapport à la surveillance des enfants qui doit être constante. Et c'est vrai que les noyades peuvent arriver très vite. Il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de profondeur. Il suffit d'une profondeur de même pas 10 cm. Il suffit que la bouche et le nez soient dans l'eau pour que la noyade se réalise. Est-ce qu'il y a aussi peut-être parfois un défaut de vigilance sur les affichages, sur les drapeaux? À quoi est-ce qu'il faut être particulièrement attentif quand on part se baigner en mer notamment? Alors effectivement, ce qu'il faut être attentif, c'est par rapport au poste de secours des managers sauveteurs, les zones qui sont surveillées, le drapeau, les couleurs. Normalement, toutes les informations sont bien indiquées. Et s'il y a des doutes, c'est d'aller voir carrément au poste de secours et poser des questions aux managers sauveteurs. Attention également du côté de l'océan Atlantique, parce que les autorités alertent sur un risque de formation de baïnes ce dimanche. Alors, les départements concernés sont la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime. Vous nous rappelez en quoi ces phénomènes sont dangereux? Alors, ces phénomènes sont dangereux parce qu'à un moment donné, on pense avoir pied et tout d'un coup, on n'a plus pied dans l'eau. On peut être emporté par un courant qui nous empêche de pouvoir atteindre la côte. Alors le mieux, c'est de se laisser porter, parce qu'à un moment donné, le courant va pouvoir nous ramener au niveau de la côte. Si on lutte, on se fatigue, et c'est là où effectivement la noyade peut arriver. Est-ce qu'il y a d'autres risques quand on va à la plage, d'autres choses où il faut être particulièrement attentif? Alors là, il faut être attentif, c'est surtout par rapport aux enfants, parce que c'est les personnes les plus à risque par rapport aux noyades. C'est par rapport à la surveillance. Même si l'enfant ne se baigne pas, s'il joue au bord de l'eau, il est très important qu'il y ait toujours un adulte qui surveille l'enfant. Et vous le disiez, la présence des nageurs sauveteurs sur les plages ne dispense pas évidemment les parents, les proches de la surveillance, aussi bien des enfants que des adultes d'ailleurs. Il y a des risques pour tout le monde. Tout à fait. Dès que on va dans l'eau, effectivement, il y a toujours un risque. Si on joue, si on a des embarcations, si des fois on fait des concours pour aller le plus loin possible, ça c'est des choses qu'il faut faire attention parce que si on ne pratique pas la natation ou des sports aquatiques, on peut vite être fatigué et penser qu'on est plus fort que la réalité.
À l'étranger, la situation est de plus en plus tendue au Proche-Orient. Au moins 2 personnes sont mortes et plusieurs blessées après une attaque au couteau en pleine rue aujourd'hui à Holon, en Israël, près de Tel Aviv. Les dernières informations sur les victimes et le suspect avec Élise Phillips, notre envoyée spéciale sur place. Eh bien, on sait que qu'il y a 4 victimes en tout, dont 2 sont décédées. La première à avoir été déclarée morte est une femme de 66 ans qui se promenait dans ce parc ce matin dans la banlieue sud de Tel Aviv avec son mari quand elle a été poignardée. Elle a succombé à ses blessures peu après l'arrivée des secours. La deuxième personne qui est morte, qui a été annoncée morte par la police, est un homme. Et en plus, il y a 2 blessés plus légèrement, dont l'un a expliqué aux médias qu'il avait réussi à échapper à son assaillant après avoir été poignardé à l'épaule. Et puis on en sait un peu plus aussi, on a eu quelques détails sur le profil de cet assaillant qui a donc attaqué ces 4 personnes ce matin à 7h30 dans ce parc. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui était entré en Israël il y a 3 jours. Il ne fait pas partie d'une organisation terroriste comme le Hamas, ça c'est une information importante. On ne sait pas quelles ont été ses motivations profondes ce matin au moment de commettre cette attaque. Et Tsahal a expliqué qu'il avait a priori agi seul, pas de complice donc, mais l'armée israélienne est déjà en ce moment dans son village d'origine pour détruire sa maison, parce qu'en Israël ça se passe comme ça, l'armée détruit les maisons des terroristes pour dissuader d'autres personnes de passer à l'acte. Et donc on voit que cette attaque qui est survenue ce matin dans un contexte bien évidemment très compliqué ces derniers jours avec la montée des tensions entre l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et Israël. Oui, justement, Élise, vous êtes en train de le dire, cet événement, c'est un événement de plus encore dans ce climat déjà très très tendu dans la région, notamment depuis la mort du numéro 1 du Hamas en Iran. Oui, tout à fait. Les Israéliens, bien sûr, depuis une semaine, scrutent l'actualité tous les jours parce qu'on parle, bien sûr, de cette potentielle riposte de la part de l'Iran qui, pour l'instant, se fait attendre, entre guillemets. Les services de renseignement américains avaient annoncé qu'elle pourrait survenir dans les 72 heures. On a passé ce délai, mais cette menace est toujours bien présente et donc ces Israéliens sont dans l'attente. Néanmoins, ils continuent à vivre à peu près normalement, ici à Tel Aviv, à Jérusalem, dans le reste du pays. Tous les commerces sont ouverts, les gens continuent à vivre normalement parce que le climat est déjà assez anxiogène. Et puis hier, avec Théo Touché, on est allé de l'autre côté de la frontière, en Palestine, voir les habitants de la ville de Bethléem et comprendre un petit peu comment eux vivent aussi cette situation. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, ils vivent cette situation de la même manière que les Israéliens, c'est-à-dire dans l'incertitude, dans l'inquiétude aussi et dans l'attente. Regardez justement ce reportage que nous avons fait hier avec Théo Touché. Malgré une apparente normalité, à Bethléem, le quotidien est plus difficile ces jours-ci. Ici aussi, les Palestiniens subissent l'incertitude et la menace d'une montée des tensions dans la région. Les gens sont inquiets. Tout le monde s'attend à une guerre. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Ces jours-ci, la situation est mauvaise. Et si la guerre commence, qu'est-ce qui va nous arriver ? Inquiets, certains font même des réserves pour être prêts à tenir plusieurs jours en cas d'attaque. Ces jours-ci, les gens achètent beaucoup d'huile, de paquets de riz de 5 kilos, du tahini, de la margarine, les produits de base dont on a besoin avec une date d'expiration longue. Quelques rares manifestations continuent de se tenir. Pour Rawabi, depuis le début des tensions, les relations avec les Israéliens se sont encore aggravées. Honnêtement, parler de ce sujet est sensible. Nous ne pouvons pas nous exprimer librement, mais nous espérons que toutes les guerres s'arrêteront. Moundir est le seul à accepter de nous dire ce qu'il pense de la mort du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, imputé à Israël. Comme d'habitude, Israël essaye de faire escalader la situation. C'est clair qu'avec l'assassinat d'Haniyeh, Netanyahou cherche à stopper toute négociation pour un accord. Environ 30 000 personnes vivent à Bethléem et malgré les tensions entre Israéliens et Palestiniens, il y a tout de même un sentiment commun, l'impression d'être dépendant de cette escalade que personne ne peut maîtriser. Des tensions alors combles au Proche et au Moyen-Orient depuis la mort d'Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas tué en Iran mercredi, ainsi que celle d'un autre haut responsable du Hezbollah libanais, cette fois-ci par Israël. Conséquence, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants présents au Liban à rentrer immédiatement par tous les moyens. Regardez ce communiqué du Quai d'Orsay. Dans un contexte sécuritaire très volatile, nous invitons les ressortissants français à prendre leurs dispositions maintenant pour quitter le Liban dès que possible. La France qui émet également ce même type d'appel à ses ressortissants vivant cette fois-ci en Iran.
On parle des Jeux Olympiques et des médailles françaises. On en est à 42. On rappelle, le record à Pékin, c'était 43. La dernière médaille, elle nous vient du tennis de table. Félix Lebrun, 17 ans, qui a réussi à remporter son match face à Hugo Calderano. Un superbe match en 4-7, la victoire. C'est une première médaille française en individuel aux Jeux Olympiques depuis 1992, depuis un certain Jean-Philippe Gatien. C'est historique. Bravo Félix Lebrun. Antoine Forestier, vous êtes au Club France dans le parc de la Villette. Le public a célébré la victoire de Félix Lebrun tout à l'heure, le jeune Français de 17 ans qui est très apprécié des Français. L'applaudimètre, il fait partie des plus grandes vedettes, en tout cas du sport français, qui ont été applaudis ici lors des Jeux Olympiques. Il y a eu une effervescence au moment de la fin de ce match. Il a gagné 4-7-0, Félix Lebrun contre le Brésilien Caldenaro. Et donc il remporte la médaille de bronze. Il était tout sourire à l'écran et ça a fait plaisir ici à tous les supporters. C'est le plus jeune médaillé pour du tennis de table. Il n'a que 17 ans, rappelons-le. Donc on a déjà hâte de le voir lors des prochains Jeux Olympiques. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de tennis de table, mais il y a des sports qui ressemblent un petit peu. Là, c'est le tech ball. Ça se joue à peu près pareil, soit avec des raquettes mais un peu plus grosses, soit avec des ballons de volley, soit avec les mains, avec les ballons ou avec les pieds, avec les ballons de football. Je suis aux côtés d'Ali. Ils sont aussi forts que Félix Lebrun tout à l'heure au tennis de table, ou il faut encore qu'il progresse là, autour de vous? Là, on en est encore en mode de découverte, donc du coup, il découvre déjà le tennis de table, mais en plus l'innovation derrière le tennis de table. Donc c'est encore plus de la découverte de la découverte. La table, elle n'est pas vraiment comme une table de tennis de table, elle est tout à fait incurvée. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de sport avec ce genre de table? Alors on peut faire soit du tennis, soit du volleyball en tennis de table, soit du football, soit éventuellement du tennis de table aussi. C'est des sports un petit peu nouveaux, on pourrait les voir un jour aux Jeux Olympiques ou c'est peu probable? Les Jeux Olympiques, c'est une formidable machine à construire des innovations en termes d'athlètes, mais aussi à construire des innovations en termes de discipline sportive. Donc ça, c'est quelque chose d'hybride entre le tennis de table et le football, le tennis de table et le volleyball. Et puis qui sait, demain, peut-être qu'on aura un Kylian Mbappé, Félix Lebrun, qui sortira de ces tables-là. Qu'est-ce qui cartonne le plus? Qu'est-ce qui marche le mieux? Ce qui marche le mieux, ça va être le football. C'est ce qu'il y a déjà très très structuré et c'est normal par rapport à la planète foot. Parfait. Merci beaucoup Ali. On continue ici de suivre les performances des Bleus, mais on peut également faire du sport à la Villette toute la semaine. Il y a pas mal de stands si vous voulez vous rendre. Malheureusement, c'est complet jusqu'à quasiment le dernier jour des Jeux, mais parfois il y a des places qui sont remises en vente à l'entrée. C'est 5 € l'entrée, donc si vous avez un peu de chance, vous pourrez venir. Mais c'est un énorme succès ce Club France. Peut-être qu'on en a trop dit à l'antenne que c'était super et ça donne à tout le monde envie de venir ici et c'est complet chaque jour. Le Club France, victime de son succès. Antoine, on vous garde encore un peu avec nous, parce qu'on l'a dit, on en est à 42 médailles déjà, à un point de notre record. Et pourtant, c'est pas fini ce soir. Il y a encore des chances de médailles d'ici ce soir. Notamment en boxe, on a eu 2 boxeurs. Alors eux, ils étaient déjà assurés d'avoir une médaille parce que la boxe est un petit peu particulier. Quand vous êtes en demi-finale, vous êtes sûr d'avoir une médaille parce que il n'y a pas de combat pour la 3e place, donc vous avez au minimum le bronze. Mais là, ce qui s'est passé ce matin, c'est que Bilal Benama et Sofiane Oumia, tous les deux ont réussi à gagner leur combat, donc ce sera forcément de l'or ou de l'argent. Les finales, elles auront lieu mardi ou mercredi de mémoire pour ces 2 boxeurs français. Donc ça, c'est sûr et certain. Ça s'est passé tout à l'heure en fin de matinée. Ils se sont qualifiés. Ça fera 2 nouvelles médailles, on espère, en or, parce qu'au classement général des Jeux Olympiques, on le rappelle, on ne regarde que les médailles d'or pour différencier toutes les nations et on aurait bien besoin de ces 2 médailles d'or en plus pour grimper au classement. Allez, on vous présente un autre héros également de ces Jeux Olympiques. Il est né dans le Hara, près de Cabourg, et il a brillé pendant le concours complet. Vous l'avez compris, on parle d'un cheval. Triton Fontaine, c'est son nom. Cheval monté par Karim Lagouag a remporté une médaille d'argent à la France. Paul Biloquet est allé enquêter sur ses traces. Paul Biloquet avec les équipes de BFM Normandie. La photo qui est au centre, c'est la grand-mère de Triton au championnat d'Europe de saut d'obstacle junior. C'est ici, entre les murs de ces écuries, qu'a débuté l'histoire de Triton Fontaine. Le cheval de Karim Lagouag, vice-champion olympique aux Jeux de Paris, est né dans ce box et a été élevé pendant 4 ans par Sophie. Mais elle était loin d'imaginer un parcours couronné d'autant de succès. On leur apprend à monter dans le camion, on leur apprend à nous suivre en main, on leur apprend à tourner à la longe. On leur apprend à aller sur des carrières, à voir des choses. On voit qui est doué, qui est moins doué. Après, il y a celui qui est nul quand il a 3 et 4 ans et qui devient un crack, un peu Triton. Une surprise d'autant plus grande, car ici, au lieu féral, les chevaux élevés deviennent habituellement des champions du saut d'obstacle.
Triton Fontaine avait d'autres qualités et son succès, il le doit peut-être aussi à son duo avec son cavalier. Il n'était pas assez puissant pour faire du saut d'obstacle. Il avait énormément de détente, des très belles allures, donc ça joue beaucoup pour le complet. Et un cheval très franc. L'obstacle pour lui n'était pas compliqué. Karim a un énorme atout, c'est que c'est un homme qui a une patate d'enfer et qui la donne à son animal. Les deux s'éclatent. Avec une première médaille olympique à 17 ans, le parcours de Triton Fontaine est atypique et ne s'arrêtera peut-être pas en 2024. Prochain objectif, les championnats d'Europe de 2025. Également dans l'actualité de ce dimanche, cette course-poursuite entre une voiture et un scooter qui a tourné au drame à Marseille cette nuit. L'un des passagers du 2 roues est mort, l'autre est dans un état critique. L'automobiliste s'était fait voler sa montre de luxe. 2 personnes ont été interpellées. Eléa Morel, Nicolas Carme. La scène s'est déroulée près du quartier touristique du Vieux-Port, en plein centre de Marseille. Peu avant minuit hier soir, 2 individus sur un scooter dérobent une montre de luxe à un automobiliste, alors au volant de sa voiture. C'est un coup, j'ai envie de dire, entre guillemets, classique pour les voleurs à l'arraché. Et là, le conducteur a poursuivi ces 2 individus montés sur le scooter. Leur course s'achève quelques mètres plus loin, sur cette place très fréquentée, où la voiture percute le scooter. Le conducteur du 2 roues décède lors du choc. Son passager se trouve dans un état critique. Après l'accident, l'automobiliste récupère sa montre et prend la fuite. 2 interpellations ont eu lieu plus tard dans la soirée, mais il ne s'agit pas du conducteur, qui est toujours recherché. En cette période d'été et à l'heure de nombreuses applications et autres sites de rencontres, cette méthode, vous allez voir, pourrait paraître dépassée. Mais le speed dating continue d'attirer des célibataires encore plus en cette saison. Guillaume Lavial et Aristide Sadna. Des discussions face à face entre quasi-inconnus pour faire connaissance ou peut-être plus. Dans ce restaurant parisien, une vingtaine de célibataires partagent un repas. Un repas pour célibataires des plus classiques. Si la formule peut paraître désuète et éloignée des géants du numérique de la rencontre en ligne, les habitués de ces événements viennent avant tout faire des rencontres ancrées dans le réel. C'est le cas de Véronique. Je trouve ça beaucoup plus sympathique et moins impersonnel en fait qu'une application. Ce qui me motive en fait à venir, c'est de rencontrer physiquement les personnes et puis d'échanger autour d'un bon repas. Après qu'il y ait feeling ou non à voir, mais le but premier en fait est de rencontrer des gens physiquement. Le plan de table est établi en fonction des centres d'intérêt de chacun et le mouvement prend de l'essor. Cet organisateur a vu la communauté s'agrandir exponentiellement. Depuis 3-4 ans, on s'est lancé vraiment après le Covid par rapport aux célibataires et on a une communauté qui a explosé. On est entre 50 et 60 000 sur toute la France. Je pense par rapport aux applis de rencontre, il y a une certaine lassitude parce que quand on a tous un peu utilisé ces applis-là, on ne sait pas qui a vraiment derrière en face, si les photos sont vraies ou pas. On discute des heures avec des gens et après quand on les rencontre, des fois la magie opère pas. Alors que quand on boit un verre, on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas avec la personne. Ces rencontres pour célibataires attirent tout de même un public plus âgé que les applications, avec des participants qui ont en grande majorité plus de 30 ans. Un petit point sur la météo tout de suite.